Lors du dîner de Noël, mon grand-père est venu nous rendre visite et a demandé « As-tu aimé la maison que je t'ai donnée il y a 2 ans ?» J'ai été sous le choc et j'ai répondu « Quelle maison ?» Je n'ai jamais rien reçu. Grand-père s'est lentement tourné vers mes parents, et leurs visages ont pâli. Puis, tout l'enfer s'est déchaîné. Ce soir de Noël, le froid mordant des Vosges s'infiltrait à travers ma veste mince alors que je me tenais devant la porte en chêne verni. Le téléphone dans ma main était encore chaud après le bref appel de mon grand-père Antoine. « Dorian, viens tout de suite. Je suis dans la nouvelle maison de tes parents », avait-il dit, sa voix débordant de joie, comme s'il attendait de partager un merveilleux secret. Grand-père Antoine, un homme d'affaires prospère, toujours occupé par son entreprise de construction à Paris, avait rarement le temps de nous rendre visite. La simple pensée de le voir me fit sourire malgré le froid glacial de cette nuit d'hiver. Je poussai la porte et immédiatement la chaleur de la cheminée et l'arôme savoureux de la viande rôtie m'enveloppèrent. Grand-père Antoine était assis en bout de table, ses yeux pétillants comme des étoiles quand il me vit. Il se leva et me serra fort dans ses bras, son eau de colonne boisée familière me faisant oublier toute ma fatigue en un instant. « Dorian, aimes-tu cette maison ?» demanda-t-il, la voix pleine de fierté, comme s'il venait de me remettre un trésor inestimable. « Oui, c'est une belle maison, grand-père, » répondis-je, essayant de garder ma voix stable. « Mais c'est la maison de mes parents. » Un moment de silence assourdissant s'ensuivit. Le visage de grand-père Antoine se crispa, ses yeux s'écarquillant alors qu'il balayait de moi à mon père, Grégory, puis à ma belle-mère, Sophie, assise en face à table. Mon père, qui maintenait toujours un comportement calme, pâlit soudain, sa main tremblant alors qu'il tenait son verre de vin. Sophie toussa, forçant un sourire étrange, mais ses yeux brillaient de panique. « La maison de tes parents » répéta grand-père Antoine, sa voix devenant aussi froide et tranchante que le vent nocturne dehors. « Dorian, explique-toi. » Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais un sentiment de malaise montait en moi. Je jetai un coup d'œil à mon père, attendant une explication, mais il baissa seulement la tête, évitant mon regard. Sophie intervint rapidement, la voix tremblante. « Antoine, il doit y avoir un malentendu. C'est la maison de la famille. » Mais grand-père Antoine ne la regarda pas. Il me regarda, et à cet instant, je sus qu'un terrible secret était sur le point d'être révélé. « Bonjour, je m'appelle Dorian Marston. L'histoire que je m'apprête à raconter parle des années que j'ai vécues dans l'ombre de l'injustice, mis à l'écart par ma propre famille. Si vous avez déjà eu l'impression de n'appartenir à aucun endroit, d'être traité comme un étranger, alors peut-être me comprendrez-vous. Mais même si ce n'est pas le cas, je souhaite quand même que vous écoutiez cette histoire. Une histoire sur un garçon qui a grandi avec un cœur plein de cicatrices et comment il a trouvé la lumière au milieu de l'obscurité. Je suis né dans une petite ville de banlieue dans les Vosges, où les rues étaient bordées de feuilles dorées à l'automne et où tout le monde se connaissait comme en famille. Mais ma famille était différente des autres. Ma mère Claire est décédée peu après ma naissance en raison de complications médicales que je ne comprends toujours pas entièrement. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était la seule lumière que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer. Mon père, Grégory Marston, était un homme sévère qui gardait toujours ses distances avec moi, comme si mon existence était un rappel de la douleur qu'il voulait oublier. Quand j'eus 3 ans, mon père se remaria avec Sophie, une femme au sourire froid et aux yeux calculateurs. Ils eurent un fils ensemble, Benjamin, ou Ben comme tout le monde l'appelait. Ben était le centre de leur monde. Pour mon père, Ben était la fierté et l'avenir de la famille Marston. Pour Sophie, Ben était tout ce pourquoi elle vivait pour le protéger et le gâter. Et moi, j'étais l'enfant du premier lit, l'enfant non désiré, l'ombre faible dans la maison que j'appelais ma maison. Dès mon jeune âge, j'ai ressenti la différence. Quand j'eus 5 ans, je me souviens m'être assis dans le coin du salon, regardant Ben recevoir une voiture télécommandée, le genre dont chaque enfant rêvait. J'ai reçu une voiture en plastique usagée avec des roues ébréchées, que mon père dit être assez bien pour moi. Ben a besoin de choses neuves pour développer son intellect, disait Sophie, comme si je n'étais digne de rien de mieux. Quand j'obtenais de bonnes notes à l'école, mon père hochait juste la tête et disait, pas mal, mais ne deviens pas complaisant. Pendant ce temps, si Ben obtenait un C, toute la maison célébrait comme s'il avait gagné un prix Nobel. Je n'étais pas un enfant jaloux. Honnêtement, je voulais juste être aimé, être reconnu, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais au fil des jours, je réalisais qu'aux yeux de mon père et de Sophie, je n'étais jamais assez bien. Sophie disait des choses comme « Dorian, pourquoi n'essaies-tu pas d'être plus comme Ben ?» Ou encore
tu devrais être reconnaissant de vivre dans cette maison. Ces mots, aussi doucement diffusent-ils, me transperçaient comme des couteaux. Je commençais à me demander, étais-je vraiment un fardeau? Étais-je vraiment indigne d'amour? Notre famille n'était pas pauvre, mais nous n'étions pas riches non plus. Mon père travaillait comme directeur dans une compagnie d'assurance locale tandis que Sophie restait à la maison en tant que femme au foyer, couvant Ben comme s'il était un petit roi. Je n'avais pas le droit de me plaindre car mon père me rappelait toujours que j'avais de la chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Mais ce toit ne m'a jamais vraiment semblé le mien. Ma chambre était un petit espace mansardé avec un vieux lit grinçant et une fenêtre donnant sur une ruelle sombre. Pendant ce temps, Ben avait une chambre spacieuse remplie de jouets et de posters de groupes célèbres. Une fois, j'ai demandé à mon père pourquoi je ne pouvais pas avoir une chambre en bas comme Ben et il a rétorqué sèchement, ne demande pas trop, Dorian. Sache quelle est ta place. J'ai grandi avec des mots comme ceux-là, des rappels que je n'étais pas important dans cette famille, mais je ne me suis pas laissé sombrer dans la tristesse. J'ai appris à sourire, à faire semblant que tout allait bien. Même si une tempête faisait rage en moi, je me disais qu'un jour j'échapperais à l'ombre de cette famille et prouverais que je n'étais pas la personne inutile qu'ils pensaient que j'étais. Quand j'eus 18 ans, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec des notes correctes, bien que personne à la maison ne les remarquait. Je rêvais d'aller à l'université, de devenir ingénieur, ou de faire quelque chose pour rendre fier grand-père Antoine, la seule personne qui se souciait vraiment de moi. Mais ce rêve fut rapidement brisé. Un soir où je demandais à mon père de postuler pour des bourses ou des prêts pour l'université, il me regarda avec des yeux froids. « Dorian, nous n'avons pas assez d'argent, dit-il. Ben doit être priorisé. Il a un grand potentiel et nous devons investir en lui. » Je restais là, sidéré, sentant comme si le monde s'effondrait sous mes pieds. Ben, le frère qui ne faisait que jouer aux jeux vidéo et traîner avec des amis, était celui choisi pour réaliser son potentiel. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête et quitté la pièce. Cette nuit-là, je me suis allongé sur mon vieux lit grinçant, fixant le plafond fissuré, et je me suis promis de me relever seul. Si mes parents ne croyaient pas en moi, je croirais en moi-même. J'ai commencé à travailler dans un supermarché en ville, d'abord comme caissier, puis comme employé d'entrepôt. Le travail n'était pas facile. De longues nuits de travail, travaillant pendant les vacances, et traitant avec des clients difficiles me laissaient épuisé. Mais je ne me suis pas plaint. Chaque euro que je gagnais était un petit pas vers l'évasion de ma famille. J'ai loué un petit appartement délabré avec des murs tachés et un robinet qui fuyait, mais au moins il était à moi. Je n'avais plus à entendre les remarques sarcastiques de Sophie ou à voir les regards déçus de mon père. Pendant ce temps, Ben était entièrement soutenu par nos parents. Il fréquentait une école privée prestigieuse, conduisait une voiture neuve achetée par notre père, et n'avait jamais à lever le petit doigt. Une fois, Sophie est venue au magasin où je travaillais, m'a vu derrière le comptoir de caisse, et a souri d'un air narquois. « Dorian, c'est ce que tu fais. Quelle honte. Ben n'aura jamais à faire de travail subalterne comme ça. » J'ai serré les dents, forçant un sourire, mais intérieurement j'avais envie de crier, « Pourquoi ? Pourquoi n'étais-je pas digne des mêmes opportunités que Ben ? » Ces années-là, je vivais dans la solitude. Je n'avais pas beaucoup d'amis car je passais la plupart de mon temps à travailler et à économiser de l'argent. Mais je n'étais pas entièrement seul. Grand-père Antoine était la seule lueur dans ma vie. Il vivait à Paris, dirigeant une grande entreprise de construction. C'était un homme de travail. De temps en temps, quand il avait le temps, il m'appelait. Ses appels étaient ma bouée de sauvetage. Il parlait de ses projets, me posait des questions sur ma vie, et disait toujours, « Dorian, tu es un jeune homme fort. Ne laisse personne te faire croire le contraire. » Je ne lui ai jamais raconté comment mon père et Sophie me traitaient. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète. Et une partie de moi craignait que si je parlais, il pense que j'étais faible. Grand-père Antoine était le seul à me parler de ma mère. Il disait que Claire était une femme douce qui aimait les livres et rêvait d'un monde juste. Il se blâmait de ne pas avoir été là quand elle m'a mis au monde, car le travail l'avait retenu. Si j'avais été là, les choses auraient pu être différentes, dit-il, la voix étranglée. Je ne le blâmais pas. Je souhaitais seulement l'avoir rencontré, ne serait-ce qu'une seule fois, pour savoir que j'avais été aimé. Au fil des ans, je me suis habitué à ma vie indépendante. J'ai appris à réparer la plomberie dans mon appartement, à cuisiner des repas simples, et à empêcher mon cœur de se briser davantage. Mais au fond de moi,
il y avait toujours un vide, le vide d'une famille que je n'avais jamais vraiment eue. Je ne savais pas que pendant que j'essayais de construire ma propre vie, un grand secret était caché par mon père et Sophie. Un secret qui changerait tout. Quand j'eus 21 ans, je vivais toujours dans mon petit appartement loué dans le sud de la ville, travaillant de nuit au supermarché. Les matins vides, les repas simples, et le sommeil interrompu étaient devenus si routiniers qu'ils ne semblaient plus inhabituels. Je n'avais pas grand-chose, mais j'avais ma liberté, mon propre espace, et un brin de respect de moi-même que j'avais payé avec des années d'endurance silencieuse. Un après-midi du début de l'été, alors que je traitais des paiements à la caisse des employés, mon téléphone a vibré. C'était un message de Sophie. Viens à la nouvelle maison ce soir. L'adresse est 1432 rue des Lilas. Petite fête. J'ai lu le message 3 fois, fixant l'écran comme s'il allait s'expliquer de lui-même. Je ne les avais jamais entendus mentionner quoi que ce soit à propos d'un déménagement. Il n'y avait eu aucune indication qu'ils cherchaient une nouvelle maison, et certainement personne n'avait demandé si je voulais emménager avec eux. J'ai hésité. Une partie de moi voulait l'ignorer, faire comme si rien ne s'était passé. Mais ensuite j'ai pensé, peut-être que c'était une chance de renouer, même juste un peu, même si ce n'était qu'un rassemblement poli. Je voulais y aller. Peut-être pour les féliciter. Peut-être pour prouver que je n'étais plus l'enfant maussade et silencieux que j'avais été. J'avais changé et je pensais qu'eux aussi peut-être. Je me suis arrêté dans un petit magasin d'alcool près du supermarché et j'ai choisi une bouteille abordable de vin rouge, puis je suis passé par le magasin de broderie pour récupérer un mouchoir que j'avais commandé la semaine précédente. Un petit cadeau avec les initiales JM brodées dessus. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais je voulais que le cadeau que j'apportais soit réfléchi. La nouvelle maison se trouvait dans un quartier résidentiel nouvellement développé à l'ouest de la ville, un endroit où je n'avais jamais mis les pieds. Alors que ma voiture tournait dans une rue bordée d'érables nouvellement plantés et de pelouses vertes impeccables, j'avais l'impression d'entrer dans un autre monde. Des maisons semi-classiques à 2 étages avec des portes en bois, des toits de tuiles grises et des marches en briques rouges. Tout dégageait un sentiment d'abondance et d'ordre que je n'avais jamais ressenti dans notre ancienne maison. Je me suis garé devant la maison avec l'adresse que Sophie avait envoyée. C'était une maison de couleur crème avec un jardin avant en terrasse de pierre, un large porche, et des fenêtres cintrées donnant sur un jardin. Je suis sorti de la voiture, tenant la bouteille de vin dans le cadeau, et je suis resté immobile quelques secondes devant la porte. Pour une raison quelconque, mon cœur battait fort. Pas par excitation, mais parce qu'un sentiment indescriptible se remuait en moi, comme si j'étais sur le point d'entrer dans quelque chose qui ne m'appartenait pas. Sophie ouvrit la porte. Elle portait une robe en soie, son maquillage méticuleusement fait. « Oh, Dorian, entre, dit-elle, son sourire aussi mince que la couche de fard à joues sur ses joues. » Je suis entré et j'ai regardé autour de moi. Un salon spacieux avec des planchers de bois vernis, une cheminée en granit, des fauteuils beiges, et un lustre classique. Des photos de famille étaient déjà accrochées au mur. La photo de mariage de mon père et Sophie. Maintenant un trophée de sport. Aucune photo de moi. Je n'étais pas surpris. Mon père était dans la cuisine, ouvrant une bouteille de vin, vêtu d'une chemise habillée blanche, l'air plus détendu que d'habitude. Quand il me vit, il hocha la tête une seule fois. « Oh, tu es là, rien de plus. » J'ai remis le vin et le cadeau, disant « Félicitations pour la nouvelle maison, papa. » Il les prit, les posa sur la table sans les ouvrir, et se détourna. La fête consistait juste en quelques personnes, de nouveaux voisins, un couple plus âgé qui était des amis et un collègue de mon père. Ils bavardaient avec animation sur le quartier, la hausse des prix de l'immobilier, la décoration intérieure, et la piscine qu'ils prévoyaient de construire dans le jardin arrière. Je m'assis dans un coin, silencieux, écoutant. Personne ne demanda d'où je venais. Personne ne remarqua que je me versais de l'eau au lieu du vin. Nous avons dû chercher une éternité pour trouver cette maison, dit Sophie à la personne à côté d'elle, sa voix débordant de fierté. Heureusement, nous avons conclu l'affaire juste avant que les prix du marché ne s'envolent. Grégory a un excellent flair pour les maisons. Mon père hocha la tête, souriant, ne le niant pas. Je restais assis là, essayant de sourire aussi. Je voulais sincèrement les féliciter, pas pour la maison, mais parce que je croyais qu'ils avaient enfin trouvé quelque chose qui les rendait heureux. Je ne savais pas qu'à cet instant, je les félicitais d'avoir pris un cadeau qui me revenait de droit. Cette nuit-là, de retour à mon appartement loué, j'ai ouvert mon téléphone, ayant l'intention d'envoyer un rapide message à grand-père Antoine pour prendre de ses nouvelles.
Mais j'ai hésité. Il vieillissait et était occupé. Je ne voulais pas le déranger. J'ai posé le téléphone, me suis allongé sur mon lit, et ai fixé le plafond écaillé. Puis je me suis endormi, complètement inconscient de la vérité qui gisait silencieusement sous mes pieds comme une bombe non explosée. Après le jour où j'ai assisté à la pendaison de crémaillère, tout sembla revenir à son ancien rythme, ou du moins à la routine sans conviction à laquelle je m'étais habitué depuis longtemps. Personne ne mentionna de nouveau ce jour-là. Personne ne demanda ce que je pensais de la nouvelle maison, et bien sûr, personne n'évoqua la possibilité que j'emménage avec eux, mais quelque chose d'étrange commença à se produire. À partir de ce moment-là, pour chaque grande fête, Thanksgiving, Noël, l'anniversaire de Ben, même l'anniversaire de mariage de mon père et Sophie, je recevais une invitation à leur maison. Ce n'étaient pas des invitations chaleureuses et sincères, mais des messages textes laconiques, 18h, viens dîner. Ben a hâte de te voir. Nous avons des invités. Sois à l'heure. J'y allais non pas parce que je croyais qu'ils avaient changé, mais parce que je ressentais toujours le devoir d'un fils. Chaque fois j'apportais un petit cadeau, soigneusement choisi et emballé à la main. Mais mes cadeaux étaient généralement mis de côté, non ouverts en ma présence, et personne n'offrait un mot clair de remerciement. Et le plus étrange, c'est qu'ils ont commencé à me tirer dans les photos de famille. La première fois, ce fut ce Noël-là. Sophie m'appela en disant « Dorian, tiens-toi plus près de Ben. On prend une photo de famille. » J'étais surpris mais j'avançais. Mon père se tenait au milieu, le bras autour des épaules de Ben. Je me tenais au bord du cadre, forçant un sourire maladroit. Alors que l'appareil photo cliquait, j'avais l'impression de venir d'entrer dans une pièce de théâtre muette, et j'étais le personnage secondaire jeté dedans pour compléter la distribution. Par la suite, ils continuèrent à me tirer dans les photos. Au début, c'était avec toute la famille. Plus tard, parfois juste avec mon père. Une fois, Sophie a même posé sa main sur mon épaule, souriant vivement. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Avant, j'avais toujours été exclu de moments comme ceux-ci. Les photos accrochées dans l'ancienne maison ne me représentaient jamais. Alors pourquoi faisait-il cela maintenant? J'ai demandé une fois légèrement après le dîner d'anniversaire de Ben. Pourquoi avons-nous pris tant de photos de famille dernièrement? Sophie rit et dit, oh, nous voulons juste immortaliser les souvenirs. Tu fais partie de la famille aussi, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, mais mon cœur était lourd. Je n'étais pas naïf. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mais je ne pouvais pas mettre un nom dessus. J'avais seulement l'impression d'être mené, forcé dans un cadre fabriqué auquel je n'avais jamais appartenu. Comme si je jouais le rôle du fils aîné harmonieux dans une photo destinée à être exposée, pas en tant que moi-même. Et puis ce Noël-là, quand j'eus 23 ans, la vérité éclata enfin. Il faisait un froid mordant ce jour-là. Je venais de finir mon service à 16h30, assis dans mon appartement loué, buvant du café, prévoyant d'arriver un peu tard comme d'habitude. Juste enough to make en appearance, it a few bit, take a few photos, and leave early. Mon téléphone a sonné. C'était grand-père Antoine. Dorian, viens tout de suite. Je suis dans ta nouvelle maison, 1432 rue des Lilas. Je voulais te surprendre. Je me suis figé. Grand-père Antoine était ici dans les Vosges. Il quittait rarement Paris. Son entreprise de construction le tenait toujours occupé. J'ai rapidement enfilé ma veste et me suis précipité dehors. Mon esprit tourbillonnait de questions. Pourquoi ne m'avait-il pas dit qu'il venait? Et pourquoi était-il chez mon père? Quand je suis arrivé, la maison brillait de lumière de Noël. Des couronnes étaient accrochées à la porte, et les lumières scintillantes d'un arbre de Noël scintillaient à travers la fenêtre. J'ai frappé, le cœur battant fort. Sophie ouvrit la porte, son sourire se raidissant quand elle me vit. Dorian, pourquoi es-tu? Elle s'arrêta, ses yeux balayant par-dessus mon épaule, et j'entendis la voix de grand-père Antoine de l'intérieur. Dorian, entre, mon garçon. Grand-père Antoine se tenait dans le salon, grand et imposant, ses cheveux argentés brillant sous le lustre. Il m'a serré dans ses bras, une étreinte forte qui portait à la fois l'excitation et une pointe de tension. Je voulais surprendre toute la famille, dit-il, regardant autour de lui. Cette maison? Elle est merveilleuse, n'est-ce pas? Es-tu heureux de vivre ici? J'ai hésité, une vague de malaise montant en moi. Je ne vis pas ici, grand-père. Je ne fais que visiter.
Le visage de grand-père Antoine a changé. Son sourire s'évanouit et ses yeux se rétrécirent, passant de moi à mon père, Grégory, qui se tenait près de la cheminée, un verre de vin à la main. Sophie intervint rapidement, la voix mielleuse. Antoine, il doit y avoir un malentendu. Dorian aime vivre indépendamment, n'est-ce pas, chérie? Elle me regarda, ses yeux me commandant pratiquement d'être d'accord. Mais grand-père Antoine ne la regarda pas. Il fixa son regard sur moi, sa voix s'abaissant. Dorian, dis-moi la vérité. Tu ne vis pas ici. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de toute la pièce appuyée sur mes épaules. Je vis dans un appartement loué, grand-père, dans le sud de la ville. Je le paye avec mon salaire du supermarché. Silence. Un silence lourd et suffocant, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Mon père baissa la tête, sa main se serrant autour de son verre. Sophie commença à parler, la voix tremblante. Antoine, nous pensions que c'était mieux pour Dorian. Il voulait être indépendant, et Ben a besoin d'espace pour. Assez, grand-père Antoine la coupa, sa voix tranchante comme une lame. Grégory, explique-toi. Il y a 2 ans, je t'ai envoyé 400 000 € pour acheter une maison de 3 chambres dans ce quartier. Un cadeau pour Dorian afin de lui donner un bon départ. J'ai été clair. La maison était pour Dorian. Alors pourquoi vit-il dans un appartement délabré pendant que toi et ta famille vivaient dans cette même maison? Que as-tu fait de l'argent que j'ai envoyé? Tu as mis la maison à ton nom, n'est-ce pas? Mon père ne répondit pas. Il baissa la tête, ses épaules tremblant. Sophie, reprenant sa voix, intervint. Antoine, tu ne comprends pas, Dorian n'est pas mon fils biologique. Ben est l'avenir de cette famille. Dorian? Il ne mérite pas une maison comme celle-ci. Il est juste. Tais-toi, cria grand-père Antoine, sa voix résonnant si puissamment qu'elle sembla faire trembler la pièce. Ne mérite pas, Dorian est la chair et le sang de Claire, le fils de ma fille. C'est mon petit-fils, et je t'ai fait confiance, Grégory, pour t'occuper de lui. Mais qu'as-tu fait? Tu as volé le cadeau que je lui destinais. Tu m'as trompé avec ces fausses photos de famille. Il montra du doigt la photo sur le mur. Celle de toute la famille dans le salon avec moi, debout maladroitement au bord. Je pensais que Dorian vivait heureux ici. Je croyais aux photos que tu envoyais, mais il s'avère que tout cela n'était qu'une mascarade pour cacher ta cupidité. Ma gorge se serra. Les photos, les fois où on m'appelait pour poser, les moments mis en scène que je ne pouvais pas comprendre. Tout cela était pour tromper grand-père Antoine, pour lui faire croire que je faisais partie de cette famille heureuse. J'ai regardé mon père, attendant une explication, une excuse, n'importe quoi. Mais il resta silencieux, ses yeux évitant les miens. Dorian, grand-père Antoine se tourna vers moi, sa voix s'adoucissant mais toujours résolue. Va chercher tes affaires. Tu viens à Paris avec moi. Cette maison? Je ferai en sorte qu'elle t'appartienne comme je l'avais initialement prévu. Et toi, Grégory, je vais parler à mon avocat. Tu répondras de ce que tu as fait. Sophie fondit en larmes, mais je ne ressentis aucune pitié pour elle. Mon père parla enfin, sa voix. Dorian, je voulais juste ce qui était le mieux pour la famille. Le mieux pour la famille, répétai-je, la voix calme mais froide. Tu ne m'as jamais considéré comme faisant partie de cette famille. J'ai passé toute ma vie à essayer de te rendre fier, mais tout ce que tu as vu, c'est Ben. Tu m'as enlevé ma chance, et tu n'as même pas pris la peine de me dire la vérité. Je me suis détourné, incapable de le regarder plus longtemps. Grand-père Antoine posa une main sur mon épaule, ses yeux remplis de douleur, mais aussi d'une détermination inébranlable. Allons-y, Dorian. Tu n'as plus besoin de rester ici. Le froid mordant de la nuit de Noël me cinglait la peau alors que nous sortions de la maison. La maison qui était censée être la mienne. La faible lueur des lampadaires éclairait la rue couverte de neige, et je sentais mes respirations lourdes se fondre dans l'air glacial. Grand-père Antoine me conduisit à un élégant SUV noir, garé près du trottoir. Le chauffeur, un homme d'âge moyen dans un costume impeccable, nous ouvrit la porte. D'abord à l'hôtel, dit grand-père Antoine, sa voix basse mais ferme. Je me suis glissé sur la banquette arrière à côté de lui, sentant comme si j'entrais dans un monde différent. Un monde auquel je ne pensais jamais appartenir. Ça va, Dorian, demanda grand-père Antoine, ses yeux doux mais perçants comme s'il essayait de lire chaque pensée dans mon esprit.
Je ne sais pas, grand-père, répondis-je, la voix tremblante. Tout se passe si vite. Je ne comprends toujours pas entièrement. Il hocha la tête, posant une main sur mon genou. Je sais, mais à partir de maintenant, les choses seront différentes. Tu viendras à Paris avec moi. Nous recommencerons à zéro, juste nous deux. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de Noël filant comme de faibles étincelles. Paris, une ville dont j'avais seulement entendu parler à travers les histoires de grand-père Antoine, où il avait construit son empire de la construction à partir de rien. Je n'y avais jamais été, je ne pensais jamais en avoir la chance, mais maintenant c'était là où je recommencerais. Une nouvelle vie, une chance d'échapper à l'ombre de mon passé. Le lendemain matin, nous avons pris un vol matinal pour Paris. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant les champs sans fin couverts de neige en dessous, sentant comme si je laissais derrière moi un vieux monde usé pour un rêve. Grand-père Antoine était assis à côté de moi, lisant tranquillement un journal économique. Mais de temps en temps, il jetait un coup d'œil sur moi avec un sourire encourageant. Quand l'avion a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle, un vent cinglant de Paris nous a accueillis. Jacques, le chauffeur de grand-père Antoine, attendait avec le SUV familier. Nous avons roulé à travers les rues animées de la ville où les gratte-ciel s'élevaient, leur acier et leurs verres brillants sous le soleil d'hiver. Je n'avais jamais rien vu de tel. Les Vosges, avec ses routes étroites et ses maisons modestes, semblaient appartenir à un autre monde. La voiture tourna dans un quartier résidentiel haut de gamme où les rues étaient pavées de pierres bordées de chênes centenaires et de vastes demeures. Jacques s'arrêta devant un grand portail en fer au-delà duquel une allée menait à un manoir de 3 étages entouré de pelouses parfaitement entretenues et de rosiers rouges vifs même au milieu de l'hiver. Ma mâchoire tomba, incapable de croire mes yeux. « C'est ta maison, grand-père » demandai-je, la voix tremblante. Grand-père Antoine rit de bon cœur, me tapant sur l'épaule. « Bienvenue chez moi, Dorian. Et maintenant, c'est ta maison aussi. » Le manoir de grand-père Antoine n'était pas juste une maison. C'était un palais. La porte d'entrée en bois sculpté ouvrait sur un grand foyer avec des sols en marbre, un escalier en colimaçon menant à l'étage, et des peintures abstraites tapissant les murs. Le salon était 3 fois la taille de mon appartement loué, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur un jardin arrière, complété par une piscine chatoyante et un espace barbecue extérieur. L'odeur de pain et de cuir des meubles luxueux me donnait l'impression d'être entré dans un hôtel 5 étoiles. Je ne sais pas quoi dire, murmurai-je, debout au milieu du salon, serrant toujours mon petit sac d'affaires. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, répondit grand-père Antoine, me conduisant à l'étage. Ta chambre est ici. Il ouvrit la porte d'une chambre spacieuse avec un lit king size, un bureau en noyer, et une fenêtre donnant sur le jardin. Un ordinateur portable flambant neuf était posé sur le bureau et un tapis doux et moelleux couvrait le sol. C'est ici que tu peux recommencer. Pas de pression, pas de fardeau, juste un nouveau départ. Je me suis assis au bord du lit, ayant l'impression de rêver. Il y a juste quelques heures, j'étais dans mon appartement délabré avec un robinet qui fuyait et un plafond écaillé. Maintenant j'étais ici, dans une chambre que je n'aurais jamais osé imaginer. Mais à côté de l'admiration écrasante, il y avait une douleur persistante. La maison dans les Vosges, la maison qui était censée être la mienne, me faisait toujours l'effet d'une épine dans le cœur. Ce soir-là, grand-père Antoine m'a emmené dans un restaurant chic du centre-ville de Paris. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille, la lumière de la bougie scintillant sur la table. Il a commandé une bouteille de vin cher, mais je n'en ai pris qu'une petite gorgée, toujours pas habitué à un tel luxe. Dorian, commença-t-il, sa voix basse et sérieuse. Il y a des choses dont nous devons parler, à propos de ton père, de la maison, et de ce qui s'est passé. J'ai hoché la tête, le cœur battant fort. Je savais que cette conversation ne serait pas facile. Il y a 2 ans, j'ai envoyé 400 000 € à Grégory pour acheter la maison à rue des Lilas. Je voulais que ce soit un cadeau pour toi, une base sur laquelle tu puisses construire ton avenir. J'étais occupé avec l'entreprise, incapable de superviser l'achat moi-même, alors j'ai fait confiance à Grégory pour s'en occuper. Je pensais qu'il suivrait mes souhaits. Il fit une pause, ses yeux s'assombrissant. Mais j'avais tort. J'ai serré les poings sous la table, essayant de garder ma voix stable. Alors, papa a gardé la maison pour lui. Ce n'est pas tout, dit grand-père Antoine, la voix lourde de colère. J'envoie de l'argent à Grégory depuis que tu es enfant, pas seulement pour la maison. J'envoyais de l'argent chaque année pour couvrir tes frais de scolarité, tes vêtements,
tout ce dont tu avais besoin pour grandir dans les meilleures conditions. Je pensais que Grégory s'occupait de toi comme je le voulais. Mais aujourd'hui, quand je t'ai entendu parler de vivre dans un appartement loué, de travailler de nuit dans un supermarché, j'ai réalisé qu'il avait tout gardé pour lui et sa nouvelle famille. J'ai senti comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Les frais de scolarité, les vêtements, les choses que je n'ai jamais eues. Toutes ces années à porter des vêtements de seconde main, à manger des nouilles instantanées, et à m'épuiser au travail pour joindre les deux bouts. Ça aurait pu être différent. Mon père, l'homme que j'avais tant essayé de satisfaire, avait pris non seulement la maison, mais aussi les opportunités que grand-père Antoine me destinait. Je ne savais rien de tout cet argent, ai-je dit, la voix étranglée. Papa ne m'a jamais dit. Je pensais qu'il n'en avait pas assez, alors j'ai dû me débrouiller seul. Grand-père Antoine claqua sa main sur la table, faisant trembler les verres de vin. Ce salaud, grogna-t-il, attirant les regards des tables voisines. Je lui ai fait confiance avec toi, pensant qu'il te traiterait bien. Mais il m'a trahi, et il a trahi ta mère, Claire. Entendre le nom de ma mère fit piquer mes yeux. Je ne l'avais jamais rencontrée, mais à travers les histoires de grand-père Antoine, je savais que c'était une femme douce qui voulait une bonne vie pour moi. La pensée que mon père avait volé ce qu'elle et grand-père Antoine me destinaient alluma une fureur que je ne pouvais réprimer. « Qu'est-ce que tu vas faire, grand-père » demandai-je, bien que je puisse deviner une partie de la réponse. « Je vais poursuivre Grégory en justice, dit-il, sa voix froide comme de la glace. Je ferai en sorte que la maison te soit transférée comme je l'avais initialement prévu. Et je vais lui couper tout soutien financier. Il ne mérite pas un seul centime. » J'ai fixé la table en silence. Une partie de moi voulait que mon père paie, qu'il fasse face aux conséquences de ses actes. Mais une autre partie, celle qui avait grandi dans la négligence et la douleur, voulait juste laisser tomber. J'étais fatigué de vivre dans le ressentiment. Je ne voulais pas que ma nouvelle vie à Paris soit entachée par des poursuites et des querelles. « Grand-père » ai-je dit, la voix douce mais ferme. « Ne le poursuis pas en justice. Je sais que tu es en colère, et moi aussi. Mais c'est déjà arrivé. Je ne veux pas traîner ça en longueur. Lui couper son soutien financier est suffisant pour leur faire réaliser qu'ils ne peuvent pas continuer à profiter de toi. Je veux juste recommencer ici avec toi. » Grand-père Antoine me regarda, ses yeux s'adoucissant, bien que je puisse encore y voir la douleur. « Es-tu sûr, Dorian ? Tu as tout à fait le droit de réclamer ce qui t'appartient. »« Je suis sûr, » répondis-je. « Cette maison, ça n'a plus d'importance. Je veux construire mon avenir, pas vivre pour réparer le passé. » Il hocha lentement la tête, posant une main sur mon épaule. « Tu es plus fort que je ne le pensais, Dorian. Ta mère serait fière de toi. » J'ai pensé à la maison à rue des Lilas avec sa pelouse verte et sa cheminée chaleureuse. Cela avait autrefois été mon rêve, mais maintenant je n'en avais pas besoin pour me sentir digne. « Je ne veux pas la maison, grand-père, » ai-je dit. « Je veux la vendre et utiliser l'argent pour aller à l'université. Je veux devenir ingénieur comme j'en ai toujours rêvé. » Grand-père Antoine sourit, ses yeux pétillants de fierté. « Ça, c'est mon petit-fils. Je me suis inscrit à l'université parisienne, me spécialisant en génie civil. Avec le soutien de grand-père Antoine et l'argent de la vente de la maison, j'ai commencé le parcours éducatif que je pensais autrefois impossible. Les premiers jours à l'école ne furent pas faciles. J'étais plus âgé que la plupart de mes camarades de classe, et les concepts techniques complexes me tenaient éveillé tard à étudier, mais je n'ai pas abandonné. Chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je pensais à ma mère, à grand-père, et à la promesse que je m'étais faite. Je ne laisserai pas mon passé définir mon avenir. À Paris, j'ai aussi trouvé de nouveaux amis, des gens qui ne connaissaient pas mon passé, mais qui m'aimaient pour ce que j'étais. J'ai rejoint un club d'ingénieurs où j'ai rencontré Emma, une fille intelligente au sourire radieux qui me taquinait pour mon habitude de prendre des notes détaillées. Pour la première fois, j'ai senti que j'avais une communauté, un endroit où j'appartenais. Grand-père Antoine resta mon plus grand pilier. Il n'était pas juste un guide, mais un ami, me rappelant toujours que j'étais plus fort que je ne le pensais. Certains soirs, nous nous asseyions près de la cheminée, partageant des histoires sur ma mère, sur les jours où il a construit son entreprise, et sur mes rêves. La maison dans les Vosges fut vendue et l'argent fut déposé sur mon compte de frais de scolarité. Mon père ne me contacta plus, et je ne l'ai pas contacté non plus. Peut-être qu'un jour je serai prêt à parler, à pardonner, mais pour l'instant,
je voulais me concentrer sur le présent, sur ce que je pouvais construire. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit de Noël fatidique où la vérité sur la maison et l'argent de grand-père fut révélée. Paris est devenu ma maison, non seulement à cause de ses rues animées ou de ses gratte-ciel imposants, mais parce que c'est là où je me suis trouvé moi-même. Je suis en 2e année d'université, me spécialisant en génie civil. Et chaque jour, je me sens plus proche de mon rêve de devenir ingénieur, un rêve que mon père avait autrefois brisé avec l'excuse du manque d'argent. J'ai trouvé une communauté d'amis, un but clair, et le plus important, le sentiment que je mérite ce que j'ai accompli. Mais pendant que je construisais ma nouvelle vie à Paris, dans les Vosges, la famille de mon père, Grégory, Sophie et Ben, s'effondrait. Je ne savais pas grand-chose d'eux ces 2 dernières années, sauf pour quelques rumeurs d'anciennes connaissances en ville. Ils disaient que mon père avait perdu son emploi à la compagnie d'assurance, que Sophie n'organisait plus de fêtes somptueuses, et que Ben, la fierté de la famille Marston, avait abandonné l'université après un seul semestre. Je ne m'attardais pas dessus. Le passé était le passé, et j'avais appris à ne pas le laisser me retenir. Jusqu'à ce qu'un jour, le passé vienne frapper à ma porte. Un après-midi de fin d'automne, alors que j'étudiais pour mes examens de mi-semestre à la bibliothèque universitaire, mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu des Vosges. J'ai hésité mais j'ai répondu. La voix de Sophie arriva, faible et tremblante, dépourvue de l'arrogance qu'elle portait autrefois. « Dorian, c'est Sophie, dit-elle, la voix hésitante. Je sais que tu es occupé, mais j'ai besoin de te parler de la famille. » J'ai serré le téléphone, un frisson me parcourant l'échine. La famille ? Le mot sonnait étrange venant d'elle. Qu'est-ce qui se passe ? Demandai-je, mon ton plus froid que je ne l'avais voulu. Nous sommes en difficulté, Dorian. De vrais problèmes. Je pensais que peut-être tu pourrais aider. Je suis resté silencieux, la laissant continuer. Sophie se lança dans un long récit, sa voix un mélange de désespoir et d'une tentative de s'accrocher à la dignité. Après que grand-père Antoine eut coupé tout soutien financier, mon père, Grégory, a perdu ses revenus stables. Il avait été licencié de son emploi, incapable de se concentrer au milieu du tumulte familial. Sophie ne put pas trouver de travail, n'ayant jamais occupé d'emploi depuis son mariage avec mon père. Ils avaient vendu la plupart de leurs biens pour payer leurs dettes, mais ce n'était pas suffisant. La maison à rue des Lilas, bien que transférée à moi et plus tard vendue, n'était plus la leur pour y vivre. Ils avaient déménagé dans un petit appartement de 2 chambres en périphérie de la ville, que Sophie qualifia d'indigne. L'appartement était exigu et délabré avec des murs tachés et un système de plomberie qui fuyait, un contraste douloureux avec la maison luxueuse qu'ils appelaient autrefois leur foyer. Ils vendirent la voiture de Ben, sa collection coûteuse de jouets, et même les bijoux précieux de Sophie. Mais les dettes continuaient de s'accumuler, des prêts hypothécaires aux factures impayées. Ben, le frère autrefois salué comme l'avenir de la famille Marston, abandonna l'université après un semestre. Accoutumé à être choyé, il ne put supporter la pression des études ou des responsabilités. Au lieu de poursuivre ses études, Ben prit un emploi dans un restaurant rapide en ville. Mais ce travail, debout derrière un comptoir, traitant avec des clients exigeants et travaillant de longues heures, était quelque chose auquel il n'était pas préparé. Ben, qui se moquait autrefois de moi pour faire un travail similaire, faisait maintenant face à la réalité qu'il manquait des compétences ou de la patience pour réussir dans un tel environnement. Ses coworkers se plaignaient qu'il était lent, déconcentré, et sujet aux erreurs. Il fut licencié après 3 mois et depuis lors changeait d'emploi en emploi, ne restant jamais longtemps. J'ai appris ces détails non pas parce que je les cherchais, mais à travers les chuchotements de vieilles connaissances dans les Vosges. Quelques amis de grand-père Antoine, toujours en contact avec lui, partagèrent l'histoire de la chute de la famille de Grégory comme une mise en garde. Ils disaient que Sophie essayait maintenant de vendre des produits en ligne sans succès. Mon père travaillait à temps partiel dans un garage automobile, mais les revenus n'étaient pas suffisants pour couvrir les frais de subsistance. Ils vivaient dans la difficulté, et pour la première fois, ils firent face à la réalité que j'avais connue depuis l'enfance, la pénurie, et la lutte pour survivre. Un mois après l'appel de Sophie, j'ai reçu une autre lettre de mon père. Ce n'était pas une excuse comme la dernière, mais une supplique. Il écrivit que la famille était au bord de la faillite. L'appartement qu'il louait était maintenant menacé d'expulsion en raison de loyers impayés. Ben, après avoir été licencié de son 3e emploi, avait renoncé à trouver un travail stable et avait commencé à fréquenter de mauvaises personnes, à boire, et à causer des ennuis en ville.
Mon père écrivit qu'il n'avait personne d'autre vers qui se tourner, que j'étais leur dernier espoir. Il utilisa le mot famille à plusieurs reprises, comme si cela pouvait réveiller un sentiment de devoir en moi. J'ai lu la lettre dans ma chambre au manoir de grand-père Antoine, assis sur le lit king size auquel je n'étais toujours pas entièrement habitué. Chaque mot me semblait un couteau rouvrant de vieilles blessures. Je me suis rappelé les années où j'ai été mis de côté, où l'on m'a traité d'indigne, où l'on m'a comparé à Ben comme un rappel que je n'étais jamais assez bien. Je me suis rappelé les nuits passées allongées sur le lit grinçant dans le grenier, me demandant pourquoi je n'étais pas aimé. Et je me suis rappelé cette nuit de Noël où j'ai appris que tout ce que j'avais désiré, une maison, une opportunité, avait été volé par mon père et Sophie. J'ai appelé grand-père Antoine et lui ai parlé de la lettre. Il écouta, ses yeux s'assombrissant tout comme il l'avait fait cette nuit de Noël il y a 2 ans. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-il, la voix stable, mais sans pression. Il respectait toujours mes décisions, bien que je savais qu'il était toujours furieux de ce que Grégory avait fait. « Je ne vais pas les aider, ai-je dit, la voix ferme. Ils ont eu leur chance. Ben avait tout ce que je n'avais pas. Une voiture, une belle chambre, l'amour de nos parents. S'il doit travailler pour survivre maintenant, c'est une leçon qu'il doit apprendre. Je me suis relevé de rien. Je ne leur dois rien. Grand-père Antoine hocha la tête, ne disant rien de plus. Mais je savais qu'il approuvait ma décision. Il avait autrefois voulu poursuivre Grégory en justice pour me rendre justice, mais j'avais choisi de laisser le passé derrière moi, et maintenant je choisissais de ne pas le laisser me retenir. Pendant que la famille de Grégory luttait dans les Vosges, je continuais mon chemin à Paris. J'ai brillamment réussi mes examens de mi-semestre, et Emma, mon amie proche, a organisé une petite fête pour célébrer. Elle était devenue une partie essentielle de ma vie, non seulement pour son sourire radieux, mais pour la manière dont elle me faisait sentir que j'étais suffisant. J'ai pris plus de travail à l'entreprise de grand-père Antoine, gérant des projets plus importants et même dirigeant un petit chantier de construction en banlieue parisienne. Chaque pas était une preuve que je n'avais pas besoin de la validation de mon père ou de Sophie pour réussir. J'ai aussi commencé à écrire un livre, non pas pour raconter mon histoire, mais pour documenter les leçons que j'avais apprises sur la résilience, la découverte de l'estime de soi, et le dépassement des cicatrices du passé. Je ne savais pas s'il serait un jour publié, mais l'écrire était une manière de guérir, de transformer la douleur en force. Un jour d'hiver, alors que je marchais dans le centre-ville de Paris, j'ai aperçu Ben de manière inattendue. Il se tenait à un coin de rue, portant une veste mince, le visage émacié et les yeux cernés. Je me suis arrêté, ne sachant pas si j'allais l'approcher, mais il me vit le premier, et ses yeux s'illuminèrent d'une lueur d'espoir. « Dorian » appela-t-il, la voix rauque. « Comment vas-tu » J'ai hoché la tête, gardant mes distances. « Je vais bien, Ben. Et toi » Il esquissa un faible sourire. Plus l'adolescent arrogant que j'avais autrefois connu. « Pas terrible, admit-il. Les choses ne sont plus comme avant. Peux-tu m'aider ? Juste un peu. Je n'ai personne d'autre. » Je le regardais, me rappelant les fois où il était favorisé, les fois où j'étais mis de côté. « Ben, dis-je, la voix calme mais inflexible. J'ai dû me débrouiller seul quand personne ne m'aidait. Tu le peux aussi. Trouve un travail. Apprends à prendre tes responsabilités. Ne compte pas sur moi pour réparer ce que ta famille a mal fait. » Je me suis retourné et je suis parti, continuant dans les rues enneigées de Paris. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que je m'étais choisi moi-même.